KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. De même que le naufragé voit son salut dans toute épave, bout de planche ou d'aviron, il lui semblait qu'il réussirait peut-être, pendant ces quelques jours, à dire quelque chose qui le rapprocherait d'elle, qu'il inventerait peut-être quelques moyens, qu'il trouverait peut-être une solution favorable. Rassemblant ses pensées, il leur dit « Écoutez-moi, chrétiens. Hier, j'ai été avec vous à l'Ostrianum, et j'ai entendu votre enseignement. Mais, même si je ne le connaissais pas, vos actes m'auraient convaincu que vous êtes des gens honnêtes et bons. Dites à cette veuve qui habite dans cette maison d'y rester. Vous, restez-y aussi, et permettez-moi d'y rester également. Que cet homme, il tourna son regard vers Glaucus, qui est médecin, ou tout au moins qui s'y connaît en pansement de blessures, dise si l'on peut me transporter aujourd'hui. Je suis malade, et mon bras cassé doit rester immobilisé au moins quelques jours. Je vous déclare donc que je ne bougerai pas d'ici, à moins que vous ne me fassiez sortir par la force. » Il s'interrompit, car il manqua de souffle dans sa poitrine meurtrie. Crispus lui dit alors « Personne, Seigneur, n'usera de la force contre toi. Nous seuls partirons. » Inaccoutumé à trouver de la résistance, le jeune homme fronça les sourcils et répliqua « Permets-moi de reprendre mon souffle. » Au bout d'un moment, il poursuivit. Nul ne se préoccupera de Croton, qu'Ursus a étranglé. Il devait se rendre aujourd'hui à Bénévent, où Vatinus lui avait demandé de venir. Tout le monde le croira donc parti. Lorsque, avec Croton, nous sommes entrés dans cette maison, personne ne nous a vus, à part un grec qui était avec nous à l'Ostrianum. Je vous dirai où il habite. Amenez-le-moi. Je lui ordonnerai de se taire, car c'est un homme qui est payé par moi. J'écrirai à mes gens que je suis parti moi aussi à Bénévent. Si jamais le grec avait déjà alerté le préfet, je déclarerai à celui-ci que c'est moi-même qui ai tué Croton, et que ce dernier m'a fracturé le bras. C'est ce que je ferai, par les mânes de mon père et de ma mère. Vous pouvez donc rester ici en toute sécurité. Pas un seul cheveu ne tombera de vos têtes. Faites-moi venir au plus vite le grec, qui s'appelle Chilon Chilonides. En ce cas, Glaucus restera auprès de toi, Seigneur, décréta Crispus. Avec la veuve, ils prendront soin de toi. Vinicius fronça encore plus fortement les sourcils. « Écoute bien ce que je vais te dire, vieil homme, dit-il. Je te dois de la reconnaissance, et tu me sembles être un honnête homme plein de bonté. Mais tu ne me découvres pas le fond de ta pensée. Tu crains que je ne fasse appel à mes esclaves et ne leur ordonne de prendre Lygie. N'est-ce pas cela ? C'est bien cela, reconnut Crispus avec une certaine sévérité. Alors, prends note que je parlerai avec Chilon en votre présence. Et en votre présence, aussi, j'écrirai une lettre à mes gens pour leur annoncer que je suis parti, et que par la suite, je n'aurai pas d'autre messager que vous. Réfléchis bien à cela, et ne mérite pas plus longtemps. » Il s'exaspéra, son visage se crispa de colère, puis il continua en s'emportant. « Croyais-tu donc que j'allais nier que je voulais rester pour la voir ? N'importe quel imbécile même le devinerait si je le niais. Mais je ne la prendrai plus par la force. À toi, je te dirai autre chose. Si elle ne reste pas ici, avec cette main valide que voilà, j'arracherai les bandages de mon bras. Je n'accepterai ni aliment, ni boisson, et que ma mort retombe sur toi et sur tes frères. Pourquoi m'as-tu pensé ? Pourquoi n'as-tu pas ordonné de me tuer ? » Il pâlit de colère et d'affaiblissement. Mais Lygie, qui avait entendu toute la conversation et qui était sûre que Vinicius mettrait ses menaces à exécution, s'effraya. Elle n'eût voulu pour rien au monde le voir mourir. Blessé et désemparé, il ne lui inspirait que de la pitié et non de la peur. Vivant depuis sa fuite, parmi des gens plongés dans une constante exaltation religieuse, qui ne rêvaient que de sacrifices,
de dévouement et de miséricorde infinie. Elle s'était imprégnée elle-même de ce nouveau souffle au point que cela lui remplaça sa maison, sa famille, son bonheur perdu, et en même temps, fidèle une de ces vierges chrétiennes qui allaient, plus tard, changer la vieille âme du monde. Vinicius avait trop marqué sa destinée, et s'était trop imposé à elle pour qu'elle pût l'oublier. Elle passait des journées entières à penser à lui, et priait parfois Dieu que vienne le moment où, en accord avec l'enseignement reçu, elle pourrait lui rendre le bien pour le mal, la charité pour la persécution, le faire fléchir, l'amener au Christ et le sauver. Et maintenant, il lui semblait que ce moment était justement venu, et que ses prières avaient été exaucées. Elle s'approcha donc de Crispus et, le visage comme inspiré, elle lui parla comme si une autre voix eût parlé par sa bouche. « Crispus, qu'il reste parmi nous. Et nous resterons avec lui tant que le Christ ne l'aura pas guéri. » Face à cette exaltation, le vieux prêtre, habitué à voir en tout le souffle de Dieu, pensa aussitôt qu'une force supérieure s'exprimait à travers elle, et, le cœur rempli de crainte, il baissa sa tête grisonnante. « Qu'il en soit comme tu dis, » lui concéda-t-il. Cette prompte obéissance de Crispus fit sur Vinicius, qui ne quittait pas Ligie des yeux, une étrange et profonde impression. Il lui sembla que Ligie était parmi les chrétiens une sorte de sibylle ou de prêtresse que l'on honorait et à laquelle on obéissait. Et malgré lui, il éprouva le même sentiment. À l'amour qu'il avait pour elle, se mêlait maintenant comme une crainte, face à laquelle l'amour même devenait presque de l'insolence. Il était avec cela incapable de se faire à l'idée que leur relation avait changé, que, maintenant, ce n'était pas elle qui dépendait de lui, mais que lui dépendait de son bon vouloir à elle, qu'il gisait, malade, que son orgueil était brisé, qu'il avait cessé d'être l'agresseur conquérant et qu'il était comme un enfant sans défense, sous sa protection. Une relation semblable avec toute autre personne eût été pour cette nature fière et autoritaire une humiliation. Avec Ligie pourtant, non seulement il n'en ressentait aucune, mais il lui était encore reconnaissant, comme on l'est envers son maître. C'étaient des sentiments inouïs en lui, qui, la veille encore, lui eussent paru impensables, et qui, même en ce moment, l'eussent surpris s'il avait pu s'en rendre compte clairement. Mais il ne demandait pas pourquoi il en était ainsi, comme si ce fût une chose tout à fait naturelle, et il se sentait seulement heureux de rester. Il eût voulu remercier Ligie, avec gratitude, et encore avec un autre sentiment qui lui était tellement inconnu qu'il ne savait même pas le nommer, parce que c'était tout simplement de l'humilité. Mais l'emportement auquel il avait cédé auparavant l'avait tellement épuisé qu'il fut incapable de parler, et ne la remercia que des yeux, dans lesquels brillait la joie de rester auprès d'elle et de pouvoir la regarder demain, après-demain, peut-être longtemps. Cette joie n'était troublée que par la crainte de perdre ce qu'il avait acquis, crainte si forte que lorsque Ligie, au bout d'un moment, lui apporta de nouveau de l'eau et que l'envie le prit de lui saisir la main, il eut peur de le faire. Il eut peur, lui, Vinicius, qui, au festin donné chez César, avait baisé sa bouche en usant de la force, lui qui, lorsqu'elle avait fui, s'était promis qu'il la traînerait par les cheveux au cubiculum ou la ferait fouetter. Vinicius commença à craindre aussi que quelque aide prématurée ne vînt anéantir sa joie. Quilon avait pu avertir le préfet de la ville, ou ses affranchis, de sa disparition, et, dans ce cas, une incursion de vigile était probable. À vrai dire, l'idée l'effleura qu'il pourrait alors ordonner de saisir Ligie et de l'enfermer chez lui. Mais il sentait qu'il ne devait pas le faire, et qu'il ne le pourrait. C'était un homme arbitraire, insolent et passablement dépravé, et qui pouvait être, le cas échéant, inexorable. Mais ce n'était néanmoins
ni un Tigelin, ni un Néron. La vie militaire lui avait laissé un certain sens de la justice, de la loyauté, et assez de conscience pour comprendre qu'un tel procédé serait quelque chose de monstrueusement vil. Il eût pu être capable de le commettre dans un accès de colère et en pleine force, mais en ce moment, il était tout à la fois attendri et malade. Il lui importait donc seulement que nul ne se dressât entre lui et Ligie. Il remarqua que, depuis que Ligie avait intercédé en sa faveur, ni elle ni Crispus n'exigeaient de lui aucune assurance, comme s'ils étaient certains qu'en cas de besoin, une force surnaturelle les défendrait. Vinicius, dans la tête duquel la différence entre le possible et l'impossible avait commencé à se brouiller et à s'estomper, depuis qu'il avait, à l'Ostrianum, entendu l'enseignement et le récit de l'apôtre, n'était pas loin d'admettre que cela pût se produire. Néanmoins, faisant appel à sa lucidité, il rappela lui-même ce qu'il avait dit du grec, et demanda de nouveau qu'on lui amenât Chilon. Crispus y consentit, et l'on décida d'envoyer Ursus. Vinicius, qui, les derniers jours avant l'Ostrianum, avait, quoique sans succès, envoyé plusieurs fois ses esclaves chez Chilon, indiqua exactement aux Ligiens où se trouvait le logis du grec, puis, ayant écrit quelques mots sur une tablette, il dit en s'adressant à Crispus : « Je lui donne cette tablette parce que c'est un homme soupçonneux et rusé. Quand je le mandais, il faisait répondre à mes gens qu'il n'était pas chez lui. Et c'était ainsi chaque fois que, n'ayant pas de bonnes nouvelles, il craignait ma colère. Pourvu que je le trouve, je le ramènerai, qu'il le veuille ou non, répondit Ursus. Puis, ayant pris son manteau, il sortit à la hâte. Il n'était pas facile, même quand on avait les meilleures indications, de retrouver quelqu'un à Rome. Mais son instinct d'homme des forêts l'aidant, Ursus, qui par ailleurs connaissait bien la ville, se trouva bientôt dans le logement de Chilon. Cependant, il ne le reconnut pas. Il ne l'avait vu qu'une seule fois dans sa vie, et encore de nuit. Et puis, l'autre vieillard hautain et sûr de lui qui l'avait incité à assassiner Glaucus ressemblait si peu au Grec, plié en deux de peur, que personne n'eût pu supposer qu'ils étaient une seule et même personne. Aussi, s'étant aperçu qu'Ursus le regardait comme s'il lui était tout à fait étranger, Chilon se remit-il de sa frayeur. La vue de la tablette avec l'écriture de Vinicius le rassura encore plus. Au moins, il ne risquait pas d'être soupçonné de lui avoir à dessein tendu une embûche. Il se dit aussi que, visiblement, les chrétiens n'avaient pas tué Vinicius parce qu'ils n'avaient pas osé lever la main sur un personnage aussi illustre. Par conséquent, Vinicius me protégera, moi aussi, en cas de besoin, se dit-il. Car, de toute évidence, il ne m'appelle pas pour me faire tuer. Ayant repris quelque peu courage, il demanda : « Dis-moi, brave homme, mon ami, le noble Vinicius, n'a-t-il pas envoyé une litière pour moi ? J'ai les jambes enflées et je ne puis aller aussi loin. » « Non, » répondit Ursus, « nous irons à pied. »« Et si je refuse ? » ?»« Ne le fais pas, car il faut que tu viennes. »« J'irai, mais de mon propre gré. Autrement, personne ne m'obligerait, car je suis un homme libre et un ami du préfet de la ville. En tant que sage, je possède aussi les moyens de résister à la violence. Je sais aussi métamorphoser les hommes en arbres et en animaux. Mais j'irai. Je vais seulement mettre un manteau un peu plus chaud et un capuchon, pour que les esclaves de ce quartier ne me reconnaissent pas, car autrement, ils m'arrêteraient continuellement pour me baiser les mains. » Cela dit, il mit un autre manteau, se couvrit la tête d'un large capuchon gaulois, de crainte qu'Ursus ne reconnaisse ses traits lorsqu'il sortirait au grand jour. « Où me conduis-tu ? » demanda-t-il à Ursus en cours de route. « Au Transtévère. Je suis depuis peu à Rome et je n'y suis jamais allé. Mais là aussi, il doit y avoir des gens qui aiment la vertu. » Ursus, qui était un homme naïf et qui avait entendu Vinicius dire que le Grec avait été avec lui au cimetière d'Ostrianum et qui, par la suite, l'avait vu entrer avec Croton dans la maison où Ligie habitait, s'arrêta un moment et lui dit : « Ne mens pas, vieil homme, car tu étais aujourd'hui avec Vinicius à l'Ostrianum et devant notre portail. »« Ah !
se reprit Quilon. Ainsi, votre maison se trouve au Transtévère ? Arrivé à Rome il n'y a pas longtemps, je ne connais pas très bien les noms des divers quartiers. Oui, mon ami. J'étais devant votre portail et j'ai conjuré Vinicius au nom de la vertu de ne pas entrer chez vous. Je suis allé aussi à l'Ostrianum. Et sais-tu pourquoi ? Eh bien voilà. Depuis un certain temps, je m'évertue à convertir Vinicius et j'ai voulu qu'il entende le doyen des apôtres. Puisse la lumière pénétrer dans son âme et la tienne. Tu es chrétien, n'est-ce pas ? Et tu désires, n'est-ce pas, que la vérité triomphe du mensonge ? C'est ça, répondit Ursus avec humilité. Quilon retrouva tout à fait son aplomb. Vinicius est un puissant seigneur, poursuivit-il, et un ami de César. Il obéit encore souvent aux incitations d'un mauvais génie. Mais s'il tombait un seul cheveu de sa tête, César se vengerait sur tous les chrétiens. Une force bien plus grande nous protège. C'est juste, très juste. Mais que comptez-vous faire de Vinicius ? Demanda Quilon pris d'une nouvelle inquiétude. Je ne sais pas. Le Christ nous commande la miséricorde. Très bien dit. Ne l'oublie jamais, car autrement tu grilleras en enfer comme un boudin sur la poêle. Ursus poussa un soupir. Quilon, pour sa part, songea qu'il ferait toujours ce qu'il voudrait de cet homme redoutable dans un premier mouvement de colère. Désireux d'apprendre comment les choses s'étaient passées lors de l'enlèvement de Ligie, il continua de l'interroger sur un ton de juge sévère. « Comment avez-vous agi avec Croton ? Parle, et n'invente pas. » Ursus soupira une seconde fois. « Vinicius te le dira. » Ce qui veut dire que tu l'as poignardé d'un coup de couteau ou tué avec un gourdin ? J'étais sans armes. Le Grec ne put s'empêcher d'admirer la force herculéenne de ce barbare. Que Pluton te... Je voulais dire que le Christ te pardonne. Ils continuèrent leur chemin en silence. Au bout d'un moment, Quilon reprit. « Moi, je ne te trahirai pas, mais prends garde aux vigiles. Je crains le Christ, mais pas les vigiles. Et c'est juste. Il n'est de plus grave faute que le meurtre. Je prierai pour toi, mais je ne sais même pas si ma prière servira à grand-chose, à moins que tu ne fasses le serment de ne jamais, dans ta vie, lever le doigt sur quiconque. Moi, de toute façon, je n'ai pas tué volontairement, répondit Ursus. Pourtant, Quilon, qui désirait, à tout hasard, se mettre à l'abri de quelque mésaventure, ne cessa de dégoûter Ursus du meurtre et de l'encourager à prêter serment qu'il ne tuerait point. Il s'enquérait aussi de Vinicius, mais le Lygien répondait à contre-cœur à ses questions, répétant qu'il entendrait ce qu'il devrait entendre de la bouche même de Vinicius. Tout en parlant ainsi, ils parcoururent la longue distance qui séparait le logis du Grec du Transtévère et se trouvèrent devant la maison où on les attendait. Le cœur de Quilon recommençait à s'affoler. Dans sa peur, il lui sembla qu'Ursus lui lançait des regards voraces. « Mince consolation, se disait-il, s'il me tue sans le vouloir. En tout cas, je préférerais qu'il fût frappé de paralysie, et avec lui tous les Lygiens. Fasse Zeus qu'il en soit ainsi, si tu en es capable. » Tout en délibérant de la sorte, il s'emmitouflait de plus en plus dans sa bure gauloise et répétait qu'il craignait le froid. Enfin, lorsqu'ils eurent traversé le vestibule et la première cour, et se furent trouvés dans le corridor qui conduisait au petit jardin de la maisonnette, Quilon s'arrêta brusquement et dit « Permets-moi de reprendre haleine. Sinon, je ne pourrais parler à Vinicius et lui prodiguer de conseils salutaires. » Cela dit, il s'arrêta. Bien qu'il se fût répété qu'il n'encourait aucun danger, à la seule pensée de se trouver parmi ces gens mystérieux qu'il avait vus à l'Ostrianum, ses jambes flageolaient. En cet instant, des chants entonnés dans la maisonnette parvinrent à leurs oreilles. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Quilon. « Tu dis que tu es chrétien et tu ne sais pas que nous avons coutume à chaque repas d'adorer notre Sauveur par des chants ?» lui répondit Ursus. « Myriam doit être déjà rentrée avec son fils, et peut-être aussi que l'apôtre est avec eux,
car il rend tous les jours visite à la veuve et à Crispin. Conduis-moi tout droit auprès de Vinicius. Vinicius est dans la pièce où se trouve tout le monde, car c'est la seule qui soit plus grande. Le reste, ce ne sont que de sombres cubiculas où nous n'allons que pour dormir. Entrons, tu te reposeras à l'intérieur. Ils entrèrent. Comme c'était un soir brumeux d'hiver, la pièce était assez obscure, mal éclairée par la flamme de quelques veilleuses. Vinicius se douta, plus qu'il ne reconnut dans l'homme encapuchonné, que c'était Quilon. Celui-ci, ayant vu dans le coin de la pièce le lit sur lequel était couché Vinicius, se précipita aussitôt vers lui, sans regarder les autres personnes présentes, comme s'il était convaincu qu'il serait le plus en sécurité près de lui. « Ô Seigneur, pourquoi n'as-tu pas suivi mes conseils » s'exclama-t-il en joignant les mains. « Tais-toi, » lui répliqua Vinicius, « et écoute-moi bien. » Dardant sur Quilon un regard fulgurant, il se mit à lui parler lentement et distinctement, comme s'il voulait que chacune de ses paroles fût comprise comme un ordre, et restât gravée une fois pour toutes dans sa mémoire. Croton s'est jeté sur moi pour m'assassiner et me dépouiller, tu me comprends ? Alors je l'ai tué, et ces gens ont pensé les blessures qu'il m'a faites dans la lutte. Quilon comprit aussitôt que, si Vinicius parlait ainsi, c'est qu'il en était sans doute convenu avec les chrétiens, et que, en ce cas, il voulait qu'on le crût. Il le lut aussi sur le visage de Vinicius, ce qui fit que, sans manifester le moindrement ni doute ni étonnement, il leva les yeux et s'exclama « C'était Seigneur, un fief et coquin. Je t'avais pourtant averti de ne pas lui faire confiance. Il restait sourd à tous mes enseignements. Dans tout l'Hadès, il n'y a pas de supplice assez dur pour lui. Car quand on ne peut être un honnête homme, on est forcément en quelque sorte un scélérat. Et à qui est-il le plus difficile de devenir honnête sinon un scélérat ? Attaquer son bienfaiteur, un Seigneur aussi magnanime. Ô Dieu ! Sur ce, il se tut, s'étant rappelé qu'il avait dit à Ursus en cours de route qu'il était chrétien. Vinicius reprit. Sans le sicaque que j'avais sur moi, il m'aurait tué. Je bénis l'instant où je t'ai conseillé de prendre au moins un couteau. Vinicius porta sur le grec un regard inquisiteur et lui demanda « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?»« Comment ? Ne te l'ai-je pas dit, Seigneur, que j'ai fait des vœux pour ta santé ? Et rien de plus ? Je m'apprêtais justement à partir te faire une visite lorsque ce brave homme est arrivé chez moi et m'a dit que tu me mandais. Voici une tablette. Tu iras chez moi et tu la remettras à mon affranchi. Il y est écrit que je suis parti à Bénévent. Tu diras de ta part à Demas que je l'ai fait ce matin, appelé par une lettre pressante de Pétrone. Il répéta avec insistance. Je suis parti à Bénévent. As-tu compris ? Tu es parti, Seigneur. Ce matin, je t'ai même fait mes adieux à la Porta Capena et depuis ton départ, j'éprouve un tel regret que, si ta magnanimité ne l'apaise pas, j'en pleurerai à mourir comme l'infortunée épouse de Zétos le fit de chagrin après avoir tué Ithyle. Vinicius, quoique malade et accoutumé à l'échine souple du grec, ne put réprimer un sourire. Il se réjouissait de plus de voir que Quilon n'avait eu aucune difficulté à le comprendre. Aussi lui dit-il « Alors, j'ajouterai qu'on te donne de quoi te consoler. Donne-moi une veilleuse. » Quilon, déjà tout à fait rassuré, se leva, fit quelques pas en direction de la cheminée, décrocha du mur une des veilleuses allumées. Mais pendant qu'il le faisait, son capuchon glissa de sa tête et la lumière tomba en plein sur son visage. Glaucus, soudain, bondit de son banc et se dressa devant lui. « Tu ne me reconnais pas ? S'efface !» s'écria-t-il. Et il y avait dans sa voix quelque chose de si effroyable qu'un frisson parcourut le corps de toutes les personnes présentes. Quilon leva la veilleuse et la fit presque aussitôt tomber par terre. Puis il se plia en deux et se mit à gémir. « Je ne suis pas lui. Pitié !» Glaucus se tourna vers les convives et leur dit « Voici l'homme qui m'a vendu et a causé ma perte et celle de ma famille. » Son histoire était bien connue, et de tous les chrétiens et de Vinicius,
qui ne s'était pas douté qui était Glaucus pour la bonne raison que, perdant constamment connaissance lors du pansement de ses blessures, il n'avait pas entendu prononcer son nom. Pour Ursus, ce bref instant et les paroles de Glaucus furent comme un éclair dans les ténèbres. Il reconnut Chilon, et d'un bond se trouva près de lui. Il le saisit alors par les bras, et, les tirant en arrière, il s'écria « C'est lui qui m'a poussé à tuer Glaucus !»« Pitié !» gémissait Chilon. « Je vous rendrai, Seigneur !» supplia-t-il en tournant sa tête vers Vinicius. « Sauve-moi ! Je t'ai fait confiance, intercède en ma faveur. Ta lettre, je la remettrai. Seigneur ! Seigneur !» C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.